Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Un nouveau cycle de pourparlers directs entre le Liban et Israël doit se tenir à Rome mi-juillet sous médiation américaine. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a salué l'annonce, affirmant que Rome accueillait avec satisfaction cette nouvelle étape du dialogue. Selon le ministère italien, les discussions entre ambassadeurs devraient avoir lieu les 15 et 16 juillet, sauf changement de dernière minute. Israël a également confirmé la tenue prochaine de cette session. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a rappelé que le Liban, Israël et les États-Unis avaient conclu il y a moins de 2 semaines un accord cadre qu'il a qualifié d'historique. Il a aussi assuré qu'Israël n'avait pas d'ambition territoriale au Liban. Il s'agira de la 6e session de pourparlers entre les deux pays depuis le printemps. Ces discussions doivent poursuivre la mise en œuvre de l'accord cadre signé le 26 juin, notamment autour du retrait israélien, des zones pilotes, du rôle de l'armée libanaise au Liban Sud et de la question du désarmement du Hezbollah. « 18 personnes ont été blessées à Damas dans l'explosion de 2 bombes près de l'hôtel où Emmanuel Macron avait passé la nuit. Le président français avait déjà quitté le Four Seasons pour le palais présidentiel et l'Élysée a assuré que sa visite s'est poursuivie normalement. Ces attentats rappellent la fragilité sécuritaire de la Syrie en pleine visite historique du premier dirigeant occidental depuis la chute de Bachar el-Assad. Double attentat à Damas, au 2e jour de la visite d'Emmanuel Macron en Syrie. 2 bombes ont explosé près de l'hôtel Four Seasons, dans le centre de la capitale, où le président français avait passé la nuit. Selon le ministère syrien de l'Intérieur, 18 personnes ont été blessées, dont 4 policiers. L'un des engins artisanaux était placé dans une benne à ordures, l'autre dans un véhicule à proximité de l'hôtel. Emmanuel Macron avait déjà quitté les lieux au moment des explosions. L'Élysée a affirmé qu'il était sain et sauf et que sa visite s'est poursuivie normalement. Le président français a été vu ensuite au palais présidentiel, où il s'entretenait avec son homologue syrien Ahmad al-Shar. Les forces de sécurité ont bouclé le secteur, tandis que des ambulances se sont rendues sur place. Cette attaque intervient quelques jours après un autre attentat à la bombe qui avait fait 10 morts dans un café du centre de Damas. La visite d'Emmanuel Macron reste hautement symbolique. Il s'agit du premier déplacement d'un dirigeant occidental en Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir d'une coalition islamiste fin 2024. Le président français a évoqué avec Ahmad al-Shar la reconstruction du pays, la relance économique et la stabilité régionale. Il était accompagné de dirigeants d'entreprises françaises, notamment CMA-CGM et Total Energy. Le président syrien a exprimé son souhait de voir la France devenir le premier partenaire de son pays. Inaugurant un forum économique au palais présidentiel à Damas, aux côtés de son homologue français, Char a estimé que cette crise avait souligné l'importance de la géographie de la Syrie, qui recouvre un rôle vital de carrefour incontournable des corridors mondiaux. Et nous voulons que la France soit notre premier partenaire dans ce parcours, a-t-il ajouté. Mais ces explosions rappellent que la Syrie reste engagée dans une transition fragile, entre ambition diplomatique, reconstruction et menaces sécuritaires persistantes. En Iran, une foule immense s'est rassemblée dans la ville sainte de Qom pour rendre hommage à l'ancien guide suprême Ali Khamenei au 4e jour de ses obsèques nationales. Sa dépouille est exposée à la mosquée Jamkaran, au lieu du chiisme, après une procession massive la veille à Téhéran. Khamenei, tué fin février lors de frappes israélo-américaines, doit être inhumé jeudi à Mashhad, sa ville natale. Après Téhéran, c'est au tour de Qom de dire adieu à Ali Khamenei. Une marée humaine a envahi les rues de cette ville sainte située au sud de la capitale iranienne, au 4e jour des obsèques nationales de l'ancien guide suprême. La dépouille de Khamenei, tué le 28 février au premier jour des frappes israélo-américaines contre l'Iran, est exposée à la mosquée Jamkaran, l'un des lieux les plus symboliques du chiisme iranien.
Des images aériennes diffusées par la télévision d'État montrent les rues de Qom noires de monde. La ville, qui compte environ 1,5 million d'habitants, abrite aussi les principaux séminaires religieux chiites du pays. La prière a été dirigée par l'ayatollah Abdollah Javadia Moli, figure influente du chiisme conservateur. Dans la foule, les slogans hostiles aux États-Unis ont retenti, notamment « À mort l'Amérique », régulièrement scandés lors des rassemblements officiels de la République islamique. Des fidèles, parmi lesquels de nombreux religieux, se sont recueillis devant le cercueil d'Ali Khamenei, ainsi que devant ceux de ses proches tués avec lui, dont une petite fille âgée de 14 mois selon les autorités. La veille, à Téhéran, des millions de personnes avaient accompagné le cortège funèbre dans une démonstration de force et d'unité voulue par le pouvoir iranien. Ces funérailles sont comparées à celles de l'ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique, en 1989. Après Qom, le cortège doit se rendre en Irak, où vit une importante communauté chiite. L'inhumation finale est prévue jeudi à Mashhad, ville natale de Khamenei. En France, la justice a rouvert la voie à une possible candidature de Marine Le Pen à la présidentielle en réduisant sa peine de non-éligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Mais l'incertitude demeure. La dirigeante du Rassemblement national reste condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique. Elle doit désormais décider si elle peut mener une campagne présidentielle avec cette contrainte ou laisser Jordan Bardella porter les couleurs de l'extrême droite. En effet, Marine Le Pen peut théoriquement se présenter à la présidentielle, mais sa candidature reste incertaine. La Cour d'appel de Paris a réduit sa peine à 45 mois, dont 15 mois fermes, dans l'affaire de détournement de fonds publics européens liés aux assistants parlementaires du Rassemblement national. Cette décision lui ouvre la voie à une 4e candidature à l'Élysée. Le choix de Marine Le Pen pourrait donc redessiner la stratégie de l'extrême droite pour 2027. Au sommet de l'OTAN à Ankara, les alliés européens tentent de convaincre Donald Trump qu'ils prennent enfin leur défense au sérieux. Le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, a annoncé plusieurs contrats d'armement pour plus de 50 milliards de dollars, dont une commande d'avions de reconnaissance auprès du Suédois Saab et un contrat avec Airbus pour un nouvel avion ravitailleur. Objectif, renforcer les capacités militaires de l'OTAN et apaiser les critiques américaines. À Ankara, l'OTAN sort les contrats d'armement pour rassurer Donald Trump. Au premier jour du sommet de l'Alliance, le secrétaire général Mark Rutte a annoncé plusieurs accords industriels majeurs, dont le montant total dépasserait 50 milliards de dollars. Le message est clair, montrer que les Européens investissent davantage dans leur défense et répondent aux exigences américaines. Parmi les contrats annoncés, la firme suédoise Saab a été choisie pour remplacer la flotte d'avions de reconnaissance AWACS de l'OTAN, actuellement fabriquée par Boeing. La commande porte sur 10 appareils GlobalEye. Airbus a également décroché un contrat pour fournir un 10e A330 MRTT, un avion militaire de transport et de ravitaillement, à la flotte de l'Alliance. Ces annonces interviennent alors que Donald Trump reproche toujours aux Européens de trop dépendre des États-Unis et de ne pas assumer suffisamment leur sécurité. L'an dernier, il avait obtenu des alliés européens et du Canada un engagement à consacrer au moins 5% de leur PIB à leur sécurité. Beaucoup restent loin de cet objectif, mais Mark Rutte insiste sur la dynamique engagée. En 2025, les Européens et le Canada auraient augmenté leurs dépenses de défense de près de 20%. L'enjeu est désormais de transformer ces budgets en capacités concrètes, production industrielle, innovation, drones, défense aérienne et réduction des lenteurs administratives. L'Ukraine est aussi au cœur du sommet. À Ankara, Volodymyr Zelensky doit rencontrer Donald Trump, Mark Rutte et Recep Tayyip Erdogan. Les alliés européens et le Canada devraient confirmer une aide militaire importante à Kiev pour 2026 et 2027, sans participation directe des États-Unis. À Ankara, les Européens veulent donc afficher leur sérieux, soutenir l'Ukraine, et surtout éviter que le sommet ne déraille sous la colère de Donald Trump. Et au Venezuela, les secouristes internationaux commencent à quitter le pays
près de 2 semaines après le double séisme du 24 juin. Mais dans les zones les plus dévastées, les familles continuent de chercher leurs proches sous les décombres. Le bilan dépasse désormais les 3500 morts, tandis que des dizaines de milliers de personnes restent portées disparues. Au Venezuela, les secours étrangers plient bagages, mais les recherches ne s'arrêtent pas. 12 jours après le double séisme qui a ravagé le nord du pays, des familles continuent de fouiller les décombres, souvent avec l'aide de bénévoles et de pompiers locaux. À Carabalda, l'un des secteurs les plus touchés, Raúl Alvarado cherche encore sa mère, son père et son frère aîné, piégés sous les ruines d'un immeuble de 16 étages. La deuxième secousse a fait s'effondrer le bâtiment, déjà fragilisé par le premier tremblement de terre. Des appartements entiers sont désormais écrasés entre des dalles de béton, comme une pile d'assiettes. Le bilan provisoire dépasse les 3500 morts. L'ONU évoque jusqu'à 50 000 disparus, même si le gouvernement refuse d'employer ce terme. Sur place, des pelleteuses dégagent certaines zones, tandis que des familles creusent encore de petits tunnels dans les gravats. Certains utilisent des pioches, d'autres des perceuses alimentées par générateur. Les chances de retrouver des survivants sont désormais infimes. Mais pour beaucoup, l'enjeu est au moins de récupérer les corps et de pouvoir faire le deuil. Des plateformes en ligne recensent des dizaines de milliers de noms de personnes recherchées. Pour l'ONU, ces chiffres traduisent surtout l'ampleur de la détresse des familles. Les experts expliquent que la violence des deux secousses, séparées de moins d'une minute, a pu provoquer des effondrements massifs dans des immeubles en béton armé, rendant les recherches particulièrement dangereuses. À Carabalda, certains habitants redoutent maintenant que les autorités rasent les zones détruites avant que toutes les victimes ne soient retrouvées. Sous les montagnes de béton, la recherche continue donc, entre fatigue, colère et besoin de rendre les morts à leurs familles. Et enfin, en Espagne, les célèbres courses de taureaux de la fête de Saint-Fermin ont débuté à Pampelune. À Pampelune, les festivités de Saint-Fermin ont commencé avec le premier lâcher de taureaux. Dans les ruelles étroites de la vieille ville, des centaines de coureurs vêtus de blanc et de rouge se sont élancés sur un parcours d'environ 850 mètres, devant 6 taureaux de combat. Pendant 8 jours, des centaines de participants courent chaque matin dans les ruelles de la vieille ville devant 6 taureaux de combat. Le premier, Anciero, a lancé cette tradition spectaculaire et controversée, suivie chaque année par des milliers de visiteurs. Le principe reste le même, courir au plus près des animaux, sans se faire heurter, jusqu'aux arènes de la ville. Pendant 8 jours, un Anciero aura lieu chaque matin, dans une ambiance mêlant ferveur populaire, tradition taurine et montée d'adrénaline. Cette fête, l'une des plus connues d'Espagne, attire chaque année des milliers de visiteurs à Pampelune. Et sur cette note, nous terminons ce journal. Merci et bonsoir.